Bonjour, je suis Alain Léron, je pratique les arts martiaux depuis 1968. J'ai commencé avec Guy Sauvin, le karaté. Ensuite, j'ai pratiqué le taekwondo. Et sur ma route, j'ai eu l'occasion de rencontrer le créateur du taekwondo, le co-créateur, devais-je dire. C'est le Jean-Laurent Tadei, maître Jean-Laurent Tadei, à qui je vais laisser le soin de brosser un portrait de lui-même. Eh bien, merci. J'ai 55 ans aujourd'hui. J'ai commencé les arts martiaux en 1965. En 1986, avec mon ami le maître Rémi Mollet, dans une démarche de recherche, nous avons décidé de créer le taekwondo en regroupant nos expériences, nos compréhensions, nos savoirs. En ce qui me concerne, je suis docteur en médecine. Spécialisé en médecine du sport, en médecine appliquée au sport, et spécialisé dans cette médecine au sport en traumatologie du sport. Traumatologie du sport qui étudie la traumatologie, les entorses, mais également les mécanismes à haute et basse énergie provoquant donc les traumatismes, ce qui est très courant, n'est-ce pas, dans les arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux en 1965 par du judo, pendant 10 ans, puis en 1973, j'ai commencé le taekwondo en Espagne avec un homme qui est Antonio Oliva, qui est grand maître à l'heure aujourd'hui. Et puis en rentrant en France en 1975, j'ai rejoint Michel Morlon, qui à l'époque pratiquait le taekwondo, le karaté, mais surtout le taekwondo, et qui est devenu par la suite directeur technique national de la Fédération française de taekwondo, et a créé le kido, sa propre voie, environ en 1981. Et je l'ai suivi jusqu'en 1986-88. En 1986-88, avec Rémi Mollet, on a senti le besoin de créer notre propre voie, de créer notre propre démarche, indépendamment de celle de Michel Morlon, qui lui avait décidé de son côté de ne plus travailler que la forme, le fond, le geste. Et nous ne voulions pas abandonner l'ensemble des techniques ancestrales à l'origine de nos arts martiaux. Dans ce DVD, je vais vous présenter ma démarche. La démarche de Rémi Mollet sera défendu par lui-même dans un autre ouvrage. Rémi Mollet et moi-même sommes membres à vie du Chung Do Kwan, qui est une grande école coréenne, internationale. Et nous sommes donc des Occidentaux admis dans une école d'asiatique, ce qui est très difficile et en même temps nous donne évidemment beaucoup de devoirs vis-à-vis de cette école. Nous sommes des élèves du grand maître Park Hae-man, qui est le vice-président du Chung Do Kwan. Nous avons ainsi une base solide de cet art martial qui a été créé en 1944 par le grand maître Lee Won-kook, qui était un élève du grand maître Funakoshi. Il a fini 4e dan de ce grand maître dans les années 40, ce qui représente un grade extrêmement élevé pour un Coréen à cette époque de l'histoire de la Corée et du Japon. Le maître Lee Won-kook est ensuite allé apprendre à Okinawa, puis ensuite il est allé apprendre en Chine, et puis il a mélangé plusieurs arts martiaux, le taekyon, le kwanbop, le karaté, pour en faire un art qui s'appelait à l'époque le tangsudo et qui deviendrait plus tard le taekwondo. Ma démarche a été celle d'un médecin et traumatologue du sport. Connaissant l'ensemble des traumatismes qui existent dans l'ensemble des sports, il a bien fallu admettre que ce que j'apprenais dans les arts martiaux traditionnels ne me donnait pas la solution des traumatismes. Ainsi, j'ai dû repartir de zéro, comprendre les mécanismes qui pouvaient aboutir à des traumatismes, casser un bras, tordre un poignet, balayer une jambe, tordre un cou, casser des côtes par exemple, par rapport au mouvement énergétique, énergie cinétique bien entendu. Je ne parle pas de ki dans le taekwondo, malgré le mot ki que j'expliquerai tout à l'heure. Ces mouvements à haute énergie ou à basse énergie,
Je les ai étudiés, je les ai reproduits et j'ai trouvé des solutions d'interprétation de nos techniques qui sont ancestrales. Ce sont des techniques moyenâgeuses, quel que soit l'art martial aujourd'hui, traditionnel. Ce sont des techniques qui ont été mises au point au Moyen-Âge, qui s'utilisaient sur les champs de bataille, avec des armures, aussi bien des armures légères que des armures lourdes. Ceci change évidemment le point de vue sur la façon dont ces guerriers à l'époque, aussi bien coréens que chinois que japonais, pouvaient exprimer leur art sur le terrain de bataille. Et bien sûr, il a fallu faire une forte recherche historique à base de livres, d'estampes, de dessins, et puis écouter aussi les autres arts martiaux, car un art martial à lui tout seul n'a pas la solution de tous les problèmes. Tout le savoir est absolument divulgué de par le nombre impressionnant d'arts martiaux qui existent en Asie. Et puis, il est aussi clairement apparu que la teneur des arts martiaux d'aujourd'hui n'était pas totale. C'est-à-dire que plus personne ne combat dans la rue ou sur les champs de bataille avec ces arts martiaux médiévaux. Et donc, la dimension du fait de tuer les gens a totalement disparu de ces arts martiaux, totalement. Et donc, il a fallu réinventer une suite un petit peu dans les techniques. Hein. On fait un coup de poing, on fait un coup de pied, on fait un blocage. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est ce qui est après qui a été oublié en règle générale. Dès lors, le fond du problème a été pour moi de comprendre comment nous pouvions pratiquer des techniques puissantes, c'est-à-dire des techniques qui pouvaient délivrer des énergies. Comment pouvoir fabriquer de la force? Comment pouvoir fabriquer de la force, hein? Dans les arts martiaux traditionnels, nous bougeons et à la fin du mouvement, nous sommes censés être forts. Ceci n'est pas rationnel, hein, puisque n'importe quel objet en mouvement a une énergie cinétique. Il est déjà capable de transmettre une énergie alors même qu'il bouge. Et cette façon de faire le mouvement à la fin, de faire la puissance à la fin, ne m'est pas paru rationnel. Et ce sera l'objet des chapitres qui vont venir tout à l'heure. Alain va présenter les personnes qui vont participer à ce DVD maintenant. J'aimerais vous présenter une partie des gens qui viennent s'entraîner avec Maître Tadei et qui sont intéressés par sa démarche et ses recherches personnelles. Je voudrais commencer par Gino, qui vient de la boxe anglaise et qui a une longue pratique derrière lui de boxe anglaise. Donc je vais lui laisser quand même dire un mot sur son temps de pratique. Ça fait combien de temps, Gino? Ça va faire bientôt 35 ans. 35 ans que je pratique la boxe. Et depuis l'âge de 16 ans que j'ai pratiqué la boxe et je n'ai jamais arrêté cette activité. Donc j'ai fait des compétitions, j'ai été pro, indépendant. Ensuite, je suis parti à l'armée. Et en rentrant de l'armée, sortant de l'armée, j'ai repris l'activité de la boxe. Et ensuite, bon, c'est un sport que je n'ai jamais cessé de pratiquer. Je le pratique encore aujourd'hui, bon, à titre personnel. Hein. Donc, et aujourd'hui, ce que vous recherchez avec Maître Tadei vous apporte certaines solutions dans votre discipline. Tout à fait. Ce que j'apprends avec Maître Tadei, ça me permet même d'avoir, comment dirais-je, dans le développement de mes enchaînements, d'avoir une fluidité qui est beaucoup plus, je dirais, développée. Et puis j'arrive quand même à dégager une certaine énergie cinétique qui me permet d'avoir plus de puissance et plus de force, sans pour autant travailler la force ou la puissance. Merci Gino. Donc je voudrais vous présenter également Mercado de Martino, qui est à l'origine un karatéka, je crois. Hein, qui s'entraînait depuis de nombreuses années. Combien de temps de pratique Là, quasiment 35 ans de pratique, dont 10 en karaté, et puis 25 ans avec Maître Tadei. Et j'imagine que cette pratique avec Maître Tadei vous a apporté beaucoup de choses intéressantes au niveau de la réflexion, de la technique, de la recherche. Tout à fait, à la fois la réflexion intellectuelle, à la fois la recherche de la production de force, la maîtrise de soi, et depuis 25 ans, on ne cesse de progresser. Bien, merci.
Christophe Martin, je voudrais vous demander, vous aussi, puisque vous venez de temps à autre vous entraîner avec Maître Tadei et que vous venez d'une autre discipline qui n'a rien à voir, mais je crois que vous avez pratiqué également le taekwondo. Oui, donc Alain, tu m'as invité à découvrir le taekwondo de Maître Tadei. Oui. Et je trouve sa démarche intéressante sur l'énergie cinétique. Et je viens découvrir cela depuis quelques mois seulement. Oui. Et la pratique de Maître Tadei m'intéresse. D'accord. Voilà, merci à tous les trois. Alors voici la signification de Taekwondo Shinkido. Te, c'est le pied, Kwon, c'est le poing. Le fait d'ajouter le mot ki n'est pas le chi ni l'énergie interne au sens asiatique du terme dans mon esprit, mais exclusivement les lois de la nature, c'est-à-dire l'énergie cinétique, centrifuge, la gravité, etc. Do, c'est la voix. Les mots te et kwon peuvent se comprendre aussi comme tout ce qu'on peut faire avec le pied et tout ce qu'on peut faire avec la main. Ainsi, c'est la voie de la recherche philosophique ou énergétique à travers les mouvements du pied et de la main. Shinkido veut dire nouveau kido. Là également, nous utilisons indifféremment Taekwondo ou Shinkido. Shinkido a le mérite d'être compris dans plusieurs langues asiatiques. La signification, si l'on peut en avoir une, c'est la voie de la nouvelle voie de la philosophie, de la recherche de l'énergie. Ce mot peut s'adresser à tous ceux qui ne viennent pas spécifiquement du taekwondo. Nous allons maintenant aborder la partie technique. Nous allons séparer ça entre les techniques traditionnelles et ensuite les principes de travail du taekwondo. Dans les techniques traditionnelles, donc celles qui correspondent au Chungdokwan et école traditionnelle coréenne en règle générale, et donc du taekwondo actuel, il existe 5 principes de base qui sont enseignés dans l'école Chungdokwan. Ensuite, nous verrons les principes de force actuellement utilisés en majorité dans les arts martiaux. Et puis, les points vitaux que tout le monde connaît, mais personne ne sait exactement d'où ça vient. Alors, les 5 principes de base. 5 principes de base. Les positions, la rotation, les angles d'arrivée des coups, la vitesse et la décontraction. Dans les 5 principes de base, le premier principe, tous ces principes vous sont donnés dans le désordre absolu, il n'y a pas d'ordre particulier. Les positions. Cette position s'appelle Chariotsugi, les 2 pieds se touchent et sont parallèles sur les bords internes du pied, ici. Il va prendre la position de préparation de base, c'est-à-dire un pas d'écart, il ramène, vous avez un pas d'écart, le sien. Il suffit qu'il mette les mains en position comme ça, et nous sommes dans la position Kibon Chunbei Sogi, position de préparatoire de base, des techniques de base. Il va rajouter un pas, mettre son pied ici, plier les genoux, se mettre bien droit, position dit du cavalier, Chuchum Sogi. Il va maintenant tourner ce pied sur le côté, tourner les épaules à 45 degrés par rapport à l'angle ici. Ça s'appelle position de profil, Duit Kubi. Nous allons voir maintenant les 2 positions de face qui existent. On va les voir de profil. Tu vas te mettre debout, comme ceci. Un pied qui va à 30 degrés ici, l'autre, un pas ici, un pas devant, genou tendu, épaules à 90 degrés par rapport à l'avancée, position haute, marché, Ap Sogi. L'autre position, grande fente avant, les pieds par rapport à la ligne sont écartés de 30 degrés, comme ceci. Le pied droit
revient parallèle à la ligne. Nous comptons 1 pas, 2 pas, 3 pas, et sur le 4e, le genou, le tibia doit être perpendiculaire au sol. La vision doit faire en sorte que son gros orteil ne soit pratiquement pas vu, et les épaules sont de face. Voilà. Position dite du tigre, pieds joints, 30 degrés avec celui-ci, 1 pas ici, levez le talon, pliez les genoux, bien droit, épaules de face, Bomseogyi. Voilà, si tous les pratiquants de taekwondo arrivent à corriger l'ensemble de leur position et pouvoir les reproduire à tout instant dans les pumse de base, les pumse supérieurs, déjà leur pratique sera de plus grande qualité technique. Voilà. Le deuxième principe fondamental, il s'agit des rotations. Rotation du poing à l'impact, rotation de hanche pour lancer le poing, rotation d'épaule pour lancer les pieds, rotation de bassin pour lancer les pieds en se retournant. Nous pouvons avoir également des rotations d'épaule pour lancer les coups de poing. Cette rotation a une signification également bouddhiste, puisque c'est un yang, hein, yin-yang si vous préférez. Le troisième point fondamental, ce sont les angles d'arrivée des techniques. Les blocages arrivent à 90 degrés. Cela arrive à 90 degrés. 90 degrés, n'est-ce pas? Si on arrive de profil comme ça, nous obtenons cet effet. Rien qu'à 90 degrés, on obtient cet effet. Les coups de poing doivent arriver également à 90 degrés dans les techniques traditionnelles. Les coups de pied doivent également arriver à 90 degrés dans les techniques traditionnelles, que ce soit Dolyochagi ou Yopchagi. 90 degrés. Là aussi, il faut reproduire ça dans toutes les techniques de base que l'on pratique. Troisième point fondamental, la vitesse. La vitesse, car le taekwondo est le premier art martial dans son livre officiel en 1974 qui a dit que l'énergie cinétique était le fond de la force. Et c'est le grand maître Choi Yong-hee qui a édicté ce phénomène, hein, l'énergie cinétique, la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré, d'où cette possibilité qu'il faut aller très très vite pour faire les coups, vraiment très très vite. Hein. La souplesse est absolument nécessaire dans cette optique-là, hein, c'est vraiment extrêmement important. La vitesse des techniques, la vitesse sur les blocages. Cette vitesse ne va pas sans le cinquième point, qui est la décontraction. Impossible d'être vite d'aller rapidement en étant contracté, c'est pas possible. Il faut être contracté à la fin. La décontraction veut dire en fait une contraction souple et une contraction forte au moment de la frappe. Que ce soit au niveau du blocage ou au niveau du coup. Une contraction à la fin, mais tout le temps une décontraction. Dans le Chung Do Kwan s'ajoute une notion qui est un petit peu plus générale. Il s'agit de l'amitié, le respect entre les maîtres et les élèves. Et il y a une charte dans le Chung Do Kwan qui est en rapport avec ce fait. Et le fait d'être membre à vie du Chung Do Kwan nous oblige à respecter nos maîtres, nos anciens, et à respecter aussi les divers clubs qui sont inscrits dans le Chung Do Kwan. Voilà, pour les principes fondamentaux. Deuxième point des techniques traditionnelles, la production de la force. Cette production de la force fait appel dans les techniques traditionnelles à la rotation de la hanche. La rotation de la hanche.
Par exemple, coup de poing, rotation de la hanche, amener du bras, le bras est fixé ici, soit au tout départ, chez les débutants, on fait partir la hanche comme ça, on bloque le poing ici, et par le jeu des mises en tension des muscles et des tendons et des ligaments de l'articulation de l'épaule, ça part. Donc, épaule d'abord, hanche, hanche et épaule ensuite. Soit lorsqu'on a une technique un peu plus évoluée, c'est le tonneau que représente le bassin qui va envoyer le coup. Hein. Le tonneau qui représente le bassin, d'où cette nécessité d'avoir une contraction un peu stable, un peu puissante, mais pas une crispation de l'avant-bras, du bas-ventre, n'est-ce pas? Ces techniques nécessitent obligatoirement un ancrage au sol avec des pieds qui sont bien positionnés, bien posés au sol et qui participent à la rotation de la hanche. Hein. La rotation de la hanche participe complètement à la rotation de la hanche et ceci s'inscrit alors dans les logiques du ki, du chi, de l'énergie interne que si souvent apprise et que nous devons absolument comprendre dans les arts martiaux asiatiques. Les coups de pied en taekwondo, à l'inverse des coups de poing, nécessitent des qualités aériennes extrêmement fines, car effectivement dans les coups de pied, il n'y a pas vraiment d'ancrage au sol. Hein. C'est la vitesse du coup de pied qui fait qu'on peut aller faire des coups de pied très rapidement. Et là, le coup de pied modifie donc cette situation. C'est la grande différence avec d'autres arts martiaux, essentiellement japonais, qui nécessitent un ancrage très fort pour faire des coups de pied au sol. Ce n'est pas le cas dans le taekwondo. Le pied tourne, se retourne, c'est très souple. Les points vitaux. Les points vitaux sont issus des recherches pseudo-scientifiques durant la Deuxième Guerre mondiale effectuées par les Japonais de l'époque, de l'armée japonaise de l'époque, dans le but d'obtenir une meilleure efficacité en combat rapproché. Les points vitaux ont fait l'objet de petits livrets dans lesquels ils étaient décrits, ainsi qu'un deuxième livret dans lesquels étaient décrits les méthodes de réanimation. Ces éléments ont été mis en évidence très récemment par le grand maître Henri Play. À titre personnel, j'en avais eu connaissance en 1966 au Canada, alors que je pratiquais le judo. À l'époque, il n'y avait pas occultation de ces informations encore, et c'est vrai que par la suite, j'en ai plus jamais entendu reparler jusqu'à l'apparition des livres de M. Play. Il faut noter qu'il existe d'autres points vitaux aussi en Asie, qui sont les points vitaux liés aux points d'acupuncture, à la circulation du chi, du ki. Voilà. Ces points vitaux ont été l'objet d'une cassure dans les arts martiaux. Il y a eu l'avant et l'après point vital. L'avant point vital, c'était les techniques moyenâgeuses que l'on trouvait, les techniques d'armes, de sabre, couteau, hallebarde, tout ce qu'on pouvait trouver à cette époque-là. Une fois que ces points vitaux ont été récupérés après la défaite japonaise, de multiples livrets se sont retrouvés dans les mains de multiples personnes, et il faut bien admettre que tous les arts martiaux de l'époque en ont profité, puisque tous ces points vitaux se retrouvent décrits dans tous les arts martiaux qui existent à l'heure actuelle. Pas nécessairement l'ensemble des points, mais ce sont tous les mêmes. Au niveau du Chungdokwan, de l'école de Taekwondo Chungdokwan, le maître fondateur, le grand maître Lee Won-Kook, était un spécialiste de ces points vitaux. Et en fait, sur chaque point vital, on ne peut faire qu'une, deux ou trois techniques seulement. Et donc c'est extrêmement difficile de s'entraîner à faire cela. Ces techniques, à ma connaissance, en ce qui concerne le taekwondo, n'ont été décrites que dans un seul livre. Il s'agit du livre
sur le taekwondo écrit par le grand maître Kim Yong-ho et qui s'appelle All About Taekwondo. Ces points vitaux ont été extrêmement pratiqués entre 1944 et 1955-1960. Les arts martiaux de l'époque étaient utilisés par la police, les militaires, les agents secrets, et donc ils avaient besoin de systèmes de combat rapprochés extrêmement efficaces. Petit à petit, les formes sportives des arts martiaux se sont substituées à ces formes de combat rapprochés. Et dans les sports de combat aujourd'hui, on ne parle plus guère de ces points vitaux. Il s'agit aujourd'hui de gagner des points en faisant de la compétition et d'être vainqueur de cette façon. En taekwondo, j'ai mis de côté ces points vitaux, bien que je demande à ceux qui viennent s'entraîner avec moi de les connaître et de les étudier. Mais je les ai mis de côté puisque nous transmettons essentiellement de l'énergie cinétique. Et donc cette transmission d'énergie cinétique provoque déjà des douleurs, de petits dégâts, et c'est amplement suffisant dans le monde d'aujourd'hui. Nous allons maintenant parler des principes du taekwondo, ce qui nous permet de faire évoluer un peu notre pratique. 3 points vont être abordés. Production de la force. Deuxième point, la connaissance de nos armes, les mains, les pieds, les genoux, les coudes. Et puis, quelle modification de notre compréhension de la technique on est amené à faire. Les techniques anciennes, on est amené à faire, et quelles applications aujourd'hui avec ces techniques anciennes. Premièrement, donc, la force. La force, l'énergie cinétique. Hein. Tout ce qui bouge présente une énergie cinétique. La planète tournant autour du Soleil a une énergie cinétique, 1,5 de MV2. Nos corps en mouvement produisent une énergie cinétique. On n'a rien à faire d'extraordinaire, il suffit de bouger. Comment fabriquer cette énergie cinétique? Il y a donc là plusieurs éléments vraiment de base. Hein. On va faire des choses extrêmement de base. Les leviers, les balançoires. Alors, tenez, Christophe et Mercado face à la caméra. C'est archi simple. On fait la balançoire. On part de derrière, on ramène derrière et on va fort. Hop, 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 ici, et on va fort. Voilà, on recommence et on est fort. En arrière, très fort. Maintenant, hop, voilà. En arrière très fort et on y va. Ceci, c'est le principe de la balançoire. C'est le principe lorsque vous êtes sur une balançoire. Hein, lorsque vous êtes sur cette partie-là de la balançoire, vous avez les pieds recroquevillés sous le siège, les pieds partent en avant et ça part. Clairement, l'énergie cinétique est maximale ici. Et ensuite, il y a une perte d'énergie jusqu'au bout. En gros, ferme ton poing, voilà la balançoire. Énergie cinétique qui doit gagner ici, et à la fin, il n'y a plus de force. C'est là la différence avec les arts martiaux traditionnels et la compréhension que j'en ai. À la fin, ça ne bouge plus. À la fin, il ne peut pas y avoir de force puisque ça ne bouge plus. Alors, on peut toujours dire, oui, mais c'est sur le dernier morceau, mais sur le dernier morceau, c'est le moment de l'arrêt. Là, il est maximum sans consommation d'énergie. Tout le problème est de savoir comment on va gagner cette énergie cinétique à partir de là. D'où le deuxième aspect de compréhension dans les leviers, c'est que lorsque vous êtes sous la balançoire, assis, vous avez les pieds recroquevillés sous vous. Vous compactez votre poids. Il va falloir donc compacter le poids du bras. Et comment? En le soulevant. En le soulevant. Il faut imaginer qu'ici, il porte un seau, il soulève le seau dans l'axe du bras. Et là, il compacte. Donc le coup de poing ne commence plus ici, car personne dans la rue ne se promène comme ça. Hein, personne ne se promène comme ça. Mais il commence le long du bras, le bras le long du corps. Tout le monde se promène dans la rue, les bras ballants. Hein.
Donc voilà, là, ça c'est la technique. Alors cette technique mime très très bien Kebon Misogi, puisque c'est le message du départ. Christophe, tu te prends ta position à toi, de position préparatoire, voilà. Maintenant tu lâches et tu mets dans ta position personnelle, de marcher dans la rue. Maintenant vous compactez le bras et vous l'envoyez devant, en un seul coup. Allez, hop, on revient. Les deux, hop, voilà, on y va. Voilà, le gain de force a lieu, le gain d'énergie cinétique a lieu dans la montée, dans le balancement, et ensuite c'est de la dépense. Il suffit qu'il y ait un obstacle ici pour que, telle une boule de billard, ça parte. Il va prendre un petit coup, un, hop, voilà ce que ça donne. On y va, il a pris un bon coup, voilà. D'accord, hop, hop, et voilà. Nous pouvons utiliser la technique ancienne avec le bassin. Technique ancienne avec le bassin. Technique qui permet le balancement du bras et envoyer ce bras comme un fétu de paille s'exploser sur l'objectif. Non, rien ne bouge, hop, direct. L'énergie cinétique est ici. Elle est dans l'armée. L'armée sert enfin à quelque chose. L'armée sert enfin à quelque chose. Et l'autre bras, on le compacte sur soi, pour gagner du poids, tout simplement. Hein? Pour gagner du poids. Hop, hop, et ça part. Uniquement, gagner de l'énergie cinétique, et aller la dépenser ici. Nous vous montrerons tout à l'heure l'effet que ça peut avoir sur des casses. Ce qui sous-tend cet aspect de gain d'énergie cinétique est très facile à percevoir. Mercado va faire le danseur sur glace. Il va donc tourner et d'un seul coup ramener ses bras. Et le simple fait de ramener ses bras, et il tourne donc plus vite, sans aucun effort particulier, si ce n'est celui de ramener ses bras. Vous voyez que le bassin n'y est pour rien dans cette histoire, il ramène simplement ses bras. Voilà. Maintenant, il peut imaginer ramener, faire partir le bras vers un coup de poing. Voilà. 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 Très bien. On peut très bien donc imaginer une technique qui part d'ici, se ramène ici et par là, tout simplement. Hein? Là, tout simplement. Le simple gain d'énergie cinétique autour de l'axe de rotation. Hein? Le poids, l'axe de rotation du poids, le bras qui est en balancier, la compaction du poids, rien que la compaction du poids provoque l'avancée. Et nous n'avons plus besoin d'utiliser la hanche avant. Ce n'est plus utile. Le bras le fait, et en fait la hanche suit le mouvement. Donc, les bras de levier, la compaction, la rotation axiale, mais il manque quelque chose. Que manque-t-il ? Le contre-coup, bien entendu. Il manque le contre-coup, puisque lorsque nous prenons un coup, Alain va venir tenir Mercado derrière, comme ceci. Lorsque nous prenons un coup ici, nous repartons derrière. Ça s'appelle le contre-coup. Vous envoyez une balle rebondir sur le mur, la balle revient. La force de la balle, l'énergie cinétique vous revient dessus. Et le problème, c'est comment renvoyer cette énergie cinétique. Comment renvoyer cette énergie cinétique. Et là, on change de tout au tout dans la compréhension des techniques. La technique habituelle, c'est de s'ancrer. C'est de s'ancrer très fort ici. Là. Et on prend quand même le coup. Hein. On prend quand même le coup, dans le coup. Voilà. Il a fallu donc que je fasse table rase de cela, parce que ça ne me paraissait pas logique, c'est pas rentable d'un point de vue énergétique. J'ai donc décidé d'essayer de mimer les crash tests des voitures. On envoie une voiture sur un crash test, on envoie une voiture sur une masse de béton, et le contre-coup de la masse de béton revient dans la voiture et déforme les longerons de la voiture. Hein. C'est le contre-coup qui déforme les longerons de la voiture. Ce n'est pas la voiture qui s'explose sur la masse de béton. Comment faire pour être une masse de béton? Comment faire pour être une masse? Eh bien, c'est relativement simple.
On prend n'importe quelle position. Là, je choisis une position jambes écartées, type cavalier. Je détends complètement les cuisses, les fesses, le ventre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le bassin est flottant. C'est-à-dire que si je fais un parallèle, je suis en microgravité au niveau du bassin. Comme nos astronautes et la station spatiale, ce n'est plus un poids, c'est une masse. Le poids égale mg. Hein. P égale mg en science, le poids multiplié par la gravité. Si vous enlevez la gravité, vous avez la masse. Et là, j'ai ma masse du contre-coup. Et j'ai ma masse du contre-coup. Et alors là, je refais tout en même temps et ça donne quelque chose dans ce genre-là. D'accord? Voilà. Et là, je ne prends plus le coup. Si je suis raide, je dégage en arrière. Si je suis très très souple, c'est eux qui dégagent. Ils rebondissent sur moi. Le temps du coup. On va laisser se reposer un peu, Mercado, à ce niveau-là. Hein? Alors, c'est vrai pour les techniques de pied, c'est vrai pour les techniques de poing. Et par là même, je vérifie l'ensemble des techniques fondamentales du Chung Do Kwan. La vitesse, la position, les rotations, les angles de frappe, tout est vérifié. Le fond est donc la fabrication de l'énergie cinétique. On ne bouge pas le bras pour mettre de la force à la fin. Il faut que la force soit dès le début ici. Dès le début. Dès le début ici. Nous allons maintenant aborder l'étude des armes. Nous sommes mis assis pour faciliter la démonstration. Grossièrement, dans ce DVD de présentation, on va parler des armes simples, c'est-à-dire les poings, les coudes, les genoux et les pieds. Il est habituel, dans les arts martiaux traditionnels, de frapper avec les têtes des deux premiers métacarpes. C'est tout à fait habituel, la force rentrant dans l'axe des métacarpes du poignet, de l'avant-bras et de l'épaule. Cela dit, cette technique pose un problème, car la flexion des deux premières phalanges n'est pas obligatoirement à 90 degrés. Et donc, très souvent, chez beaucoup de monde, la flexion des phalanges forme un angle à 110 degrés. De ce fait, lorsque ça arrive, c'est les phalanges qui tapent, ce ne sont pas les têtes de métacarpe. Donc on abîme les phalanges. Lorsque l'on frappe avec les têtes de métacarpe, à la longue se forme une augmentation de l'épaisseur de la peau qui amortit un petit peu les chocs, mais qui n'empêche en rien les traumatismes du cartilage de ces articulations. Et on finit avec de magnifiques arthroses là-dessus. Je doute fortement que les guerriers qui nous ont précédés pouvaient se payer le luxe de se détruire les armes pendant le combat. Et je doute fortement de la présence de ce coup de poing réellement, sauf à certains endroits particuliers. Le poing, nous allons prendre le poing d'un boxeur boxe anglaise. Voilà typiquement le poing d'un homme qui n'a pas la flexion de 90 degrés et donc qui va frapper obligatoirement pour pouvoir, avec ses articulations interphalangiennes. Il va être obligé de casser le poignet pour pouvoir frapper là-dessus. Le poing d'un homme de 66 ans, car Alain est un vieux pratiquant, approche-toi s'il te plaît. Mets-le de profil, peut-être l'autre poing pour être plus visible. Lui aussi, il est arthrosique, il ne peut plus frapper avec les têtes de métacarpe, il est obligé de frapper avec les interphalangiennes et donc il est obligé de plier, s'il veut faire les techniques fondamentales, il est obligé de plier le poignet, ce qui bien sûr va être une absurdité mécanique, hein, puisque ça va céder tout de suite. Christophe a le même problème, hein, il a exactement le même problème, il n'arrive pas à plier à 90 degrés son deuxième doigt, et donc il va fondamentalement frapper avec les interphalangiennes plutôt que les têtes
de métacarpe. Et bien entendu, on est en dehors, dans ce cas-là, du message de nos maîtres. On est en dehors du message de nos maîtres. Il faut donc avoir une compréhension de cette arme que constitue le point. Mercado, ferme ton point. Le point, en lui-même, présente donc les os, ici, les métacarpes. Ces os sont directement sous la peau. Directement sous la peau. Rien de mieux que de les casser. C'est directement l'objectif. Donc on peut très bien les casser. Voilà ce que ça fait en sensation, avec une simple force. Le pouce, lui aussi, se casse extrêmement facilement. Il peut fermer aussi fort qu'il veut. Ça finira par casser. Les os ici finiront par casser. Il y a d'ailleurs des points de pression qui sont ici. Et voilà ce que ça fait sur le point de pression situé entre les deuxième et troisième points. Voilà ce qui se passe. On peut l'appuyer gentiment sans être obligé de taper. Même sur un boxeur qui ferme ses poings, il suffit d'appuyer au bon endroit et le voilà qui part directement. Vous avez ici la marque exacte de l'endroit où il faut appuyer. On va s'arrêter là sur les zones de faiblesse du poing. Il y en a bien d'autres. Le poignet en lui-même présente une grosse zone de faiblesse. C'est-à-dire qu'il peut se déboîter dans ce sens-là. Je pense que tout le monde peut le voir bouger. Oui. Mais il bouge dans ce sens-là, mais il bouge aussi dans ce sens-là. Il suffit de le voir. Mercado va fermer son poing. Nous obtenons toujours le mouvement ici, et nous avons toujours le mouvement ici. Le mouvement de déplacement est moins important, bien entendu, mais il existe toujours comme ça. Il existe toujours comme ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas de muscle. Il n'y a pas de muscle pour empêcher ce mouvement. Seuls les tendons, des extenseurs et des fléchisseurs sont là pour compacter le poignet dans ce sens-là. En aucun cas comme ça, en aucun cas comme ça. Une énorme zone de faiblesse sur ce poignet. Zone de faiblesse que l'on voit beaucoup chez les boxeurs, qui, eux, combattent le poing non fermé dans leurs gants et qui sont obligés de mettre des bandages tout autour pour fortifier très très fortement ces poings, ces poignets. Ce que faisaient d'ailleurs les anciens guerriers, hein, ils avaient des bandages tout autour de la main pour fortifier fortement le poignet, de façon à ce qu'il ne casse pas. Hein. Les zones de force du poignet. Vous pouvez bien comprendre qu'avec ce discours, on se blesse beaucoup plus qu'on ne peut donner de coups avec cette main, ce poignet, ces os. Et il est absolument impensable de sacrifier ses armes dans un combat. C'est absolument impensable. On ne peut pas frapper d'un point, le casser, passer à l'autre point, le casser. Le pied, vous verrez tout à l'heure, il comporte aussi beaucoup de zones de faiblesse. Alors, quelles sont les zones de force de ce poignet? Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mercado va fermer son poing, va le retourner. La zone de faiblesse, la zone de force se situe ici, car il y a un muscle que l'on peut contracter. Un muscle que l'on peut contracter ici, qui est un muscle fléchisseur du petit doigt et du poignet. Voilà. Donc cette puissance-là, voilà, ceci peut s'endurcir infiniment plus que tout le reste du poignet. Ceci impose une fermeture du poignet différente, une fermeture de la main différente. Ceci impose de fermer ces deux doigts-là beaucoup plus fortement que ces trois doigts-là, à l'inverse des techniques de la tradition. Et les Asiatiques, dans leur grande sagesse de dire toujours l'inverse de ce qu'ils font, ont donc certainement transmis ce magnifique message que c'est plutôt ceux-là qui font fermer plutôt que ceux-ci. Ceci, avec les données de la science aujourd'hui, a une conséquence extrêmement curieuse, c'est que les nerfs qui commandent la fermeture de ces deux doigts permettent la décontraction de l'ensemble de la main, du bras. Et, chose assez curieuse, en fermant très fort ces deux doigts-là, allez-y messieurs, en fermant très fort le quatrième et le cinquième, vous obtenez une grande souplesse dans le bras. Et donc la possibilité d'être cohérent avec un des principes fondamentaux du Chung Do Kwan, la décontraction. La décontraction. Et là, on peut se frapper très fort et il n'y a pas de problème. Hein, ça ne fait pas trop mal. La majorité des techniques qui existent dans les arts martiaux, ce sont des techniques blocage en haut, blocage en bas, blocage moyen,
blocage de revers, revers inversé, eh bien, la majorité de ces techniques peuvent se comprendre comme des coups que l'on fait avec cette partie-là. Et là, comme par miracle, l'ensemble de ces techniques deviennent majoritaires par rapport à l'ensemble des techniques de coups de poing. Passons maintenant au pied. Il va me prêter son pied gauche. Dans les techniques traditionnelles, on frappe avec l'arrière du talon, avec le talon, avec la voûte plantaire, avec le bord externe du pied, avec le dessus du pied, avec la voûte interne du pied. Là aussi, il faut connaître les zones de faiblesse. Les zones de faiblesse sont très simples à comprendre pour tout le monde. Les os sont sous la peau. Les os sont sous la peau. Il faut un traumatisme très petit pour s'ouvrir complètement la peau. Vraiment très simple, il suffit de choquer. Les métatarses, les os longs qui sont ici, sont directement sous la main. En tant que médecin, j'ai énormément surveillé de compétitions d'arts martiaux en tout genre. Combien de fractures ai-je vu de ces métatarses? Je ne les compte même plus. À tel point qu'aujourd'hui, je suis très heureux que dans la plupart des compétitions sportives, il y ait une mousse ici de protection qui empêche, qui absorbe un peu les coups, puisque les pratiquants frappent majoritairement avec cette partie-là, majoritairement. Les protections laissent souvent les orteils libres, et je vois donc aujourd'hui des fractures ouvertes de ces orteils assez fréquemment dans les compétitions de taekwondo, mais renseignement pris, dans d'autres compétitions type karaté, Viet Vo Dao et compagnie, il y a toujours des fractures, et on a toujours des fractures. Ce sont donc des zones de faiblesse fondamentales. Hein. Impossible d'imaginer aussi nos anciens, sur le champ de bataille, sacrifier les pieds, alors qu'ils devaient batailler plusieurs heures, ils sacrifiaient leurs armes. Le bord externe de l'os, eh bien, nous avons un os long ici, hein, le 5e métatarse, qui est ici, directement sans aucune protection. Imaginez frapper avec ça, veut dire exploser cet os. Ça m'est arrivé personnellement dans ma jeunesse, plusieurs fois fracturé, stupidement, par incompréhension. Hein. Il reste donc l'os du talon, avec lequel effectivement on peut peut-être frapper, mais l'os du talon, plie ton genou, l'os du talon, il suffit de pousser comme ça et vous voyez, je pense en gros plan, vous voyez la cheville qui recule. Alors, il va serrer ses pieds, ça recule toujours un peu. C'est retenu que par des muscles ici, qui chapeautent un peu la cheville de chaque côté, mais c'est des muscles qui tiennent jamais à une puissance extraordinaire, hein. Ça bouge aussi. Et puis, surtout, il faut comprendre que, tu retiens ton pied, le talon est articulé, l'os du talon, le calcanéum est articulé avec l'os de la cheville, l'os talien, et il bouge. Il bouge. Il n'y a aucun muscle, aucun muscle pour empêcher ce mouvement. Et donc, un shoot avec cette partie-là, un shoot avec cette partie-là, vont faire une entorse, presque à tous les coups, une entorse entre l'os du talon et l'os de la cheville. C'est une zone de faiblesse majeure de notre corps. Et là aussi, je ne doute pas que des combattants avec 1000 ans d'expérience, même empirique, n'aient pas pu imaginer un seul instant que ce traumatisme n'exista pas. Ça me paraît complètement hors de portée, mais tout cela est oublié puisque plus personne ne combat sur les champs de bataille. Il y a un savoir qui a vraiment disparu. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la voûte plantaire. Il reste le pied. Il reste le pied. Mercado va se mettre debout. Gino aussi. Venez.
Mettez-vous face à la caméra. Voilà. Vous êtes debout toute la journée sur vos armes. Voilà, voilà la zone de puissance des pieds. Vous êtes en train de frapper au sol, fictivement bien entendu, mais voilà la zone de puissance des pieds. Et donc, toutes les techniques de pied, dans le Taekwondo Kido, toutes les techniques du pied n'utilisent que la voûte plantaire dans une forme de marche sur la technique. Voilà, sautez un petit peu pour frapper le sol avec vos pieds. Voilà, les genoux, voilà. Très bien, asseyez-vous. Alain également, frappe au sol. Asseyez-vous. Alain, voilà, hop. Un grand saut, et tape et frappe. Voilà, encore. Christophe, tu veux essayer? Voilà. Tu sautes un beau saut et tu frappes. Voilà. Voilà. Et c'est cet enfoncement dans le sol qui fait passer l'énergie cinétique du saut dans le sol. Et comme il était bien souple au niveau du ventre, toute la puissance est tombée au sol. Il est bien évident, rapprochez-vous, il est bien évident que la compréhension des armes impose une modification de l'interprétation des techniques. Quand on a compris les zones de faiblesse, les zones de force des mains et des pieds, obligatoirement, un blocage devient un coup, une façon différente de véhiculer l'énergie est nécessaire et donc une interprétation est nécessaire, différente. En particulier, plie ton poing, en particulier, les zones de blocage traditionnelles, qui sont celles-ci, prends une position de blocage, voilà, l'autre bras, la position de blocage est ici. On nous dit de bloquer comme ça, dans les techniques traditionnelles, ici, là. Or, cette zone-là n'est absolument pas protégée, ni d'un côté ni de l'autre. L'os est en dessous. Tout juste y a-t-il des tendons. Les tendons que vous voyez bien ici résistent, ramènent. Voilà, les tendons qui sont ici. Il est assez maigre, donc c'est visible. Là, vous avez les tendons. Il n'y a absolument aucun muscle ici. Absolument aucun. Strictement aucun. Et donc, les chocs ici, c'est os contre os. Os, 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 en même temps. Os, os. Combien de fois ai-je fait dans ma jeunesse de milliers de ces blocages en me disant que j'allais me renforcer, 15 jours d'arrêt et j'avais toujours aussi mal, comme si je n'avais rien fait. Hein. Ces zones de faiblesse sont les zones cibles des frappes. Voilà ce que ça fait. Voilà, ça c'est les zones de frappe. Ces zones sur lesquelles on nous dit de frappe, avec lesquelles on nous dit de bloquer sont les zones de frappe. Parce que c'est le point fermé très fort et très dur à décompacter, hein, très très dur. Mais ici c'est archi simple et ça fait très mal, très rapidement. Les zones de faiblesse du pied sont situées là où il n'y a rien pour les protéger. Hein. Ici, là. Avec les poings, non, bien sûr. Avec des bâtons, avec des sabres en bois, avec des pieds recouverts de chaussures, car je vous rappelle que nous avons nos gants de boxe toute la journée sur nos pieds. Hein. Et donc il est facile d'accéder à des endroits totalement dépourvus de protection. Hein. Modifier la compréhension des techniques parce qu'on comprend mieux comment fonctionnent les bras, les mains. Alors, la compréhension des armes naturelles, je me suis cantonné aux pieds et aux poings. Hein. Je ne vais pas parler des coudes, des épaules, des genoux et des hanches également, mais c'est abordé dans l'enseignement. La compréhension de ces techniques, la compréhension de comment ça marche, nous permet de modifier la technique pratiquée. Fermer le poing, compacter, partir, et après on fait quoi? Voilà le problème. Qu'est-ce qu'on fait de là? Et il faut bien ramener le poing. Ramener où? Ramener en position ici. Dans la majorité des enseignements, eh bien, cette partie-là
n'est pas abordée. Cette partie-là n'est pas abordée. Mercado, tu vas aller chercher un sabre en bois. Cette partie-là n'est pas abordée. Le sabre en bois, c'est comme si nous frappions ici, et puis on s'en va. Or, un sabre, c'est tranchant. Si ce sabre arrive ici, il faut bien l'enlever. Il y a donc un retour après le coup. C'est très clair. Il y a un retour après le coup. Il y a le coup, et si on n'a pas réussi à couper le coup, bah, il faut retirer l'arme. Ainsi, quand on a frappé ici, il faut retirer l'arme. Et le fait de retirer l'arme fait aussi partie du coup. Lorsque l'on comprend la force, comment on crée la force, et quelles sont les lignes de force de l'ensemble du bras et des muscles, on peut comprendre que le coup qui arrive à 90 degrés, comme dans les angles fondamentaux du Chung Do Kwan, c'est une solution, mais ce n'est pas toutes les solutions. Nous pouvons très bien imaginer un coup qui revient comme ça, un peu, qui ricoche. Et voilà ce que ça donne. Gino. Voilà. Et là, à ce moment-là, notre bras compact décrit une ellipse qui revient comme ça. Et à un moment donné, juste au moment où ça passe ici, ce qui mimait tout à l'heure la balançoire, c'est-à-dire le fait que c'est fort ici, et puis ensuite ça repart, c'est fort ici, sur un arc de cercle. Donc le coup peut être puissant là, là, là ou là, et puis après il faut ramener. Donc voilà ce que ça donne. Alain, sur la position de profil, l'armé ici, ça c'est à 90 degrés, tel qu'il est dicté dans la solution du Chung Do Kwan. Mais il faut bien ramener ce bras. Donc il va falloir le ramener ici. On part et on va donc frapper sur le retour, très légèrement sur le retour. En prenant l'énergie cinétique ici, voilà ce que ça donne. D'accord ? Hop, voilà ce que ça donne. L'énergie cinétique créée ici, pendant le choc, une part va dans le bras, l'autre part reste dans votre main. Et grâce à cela, votre main est protégée. Grâce à cela, votre pied est également protégé. Hein ? Grâce à cela, votre pied est également protégé. Le fait de passer, le fait de ramener le pied d'une certaine manière, toujours en le compactant, fait partie de la technique. De ce fait, les points fondamentaux, les points vitaux, ils doivent absolument être connus parce que c'est l'histoire de l'art martial. Il est hors de question de ne pas les connaître. Mais ce qui compte pour le Taekwondo Kido, c'est délivrer une énergie cinétique. Délivrer une énergie cinétique. Là, je n'ai pas frappé main avec le poing fermé, j'ai frappé avec le revers du bras, avec le revers de la main, sur la partie que je disais tout à l'heure, très très fragile, mais avec suffisamment d'énergie cinétique, on peut frapper directement, toujours sur le retour. Une partie de l'énergie cinétique sert à protéger la main. Ça, il faut bien que ce soit clair. Mais, messieurs les pratiquants, on ne va jamais au-delà des capacités mécaniques de vos mains et de vos pieds. Jamais au-delà. On ne dépasse jamais ses propres possibilités mécaniques. Ça, c'est absolument impossible. Ça permet, envoyer ses bras comme ça ici ne va aboutir qu'à des fractures. Donc la limite de l'énergie, ce sont vos propres limites personnelles. Nous armons ici, hop, et voilà ce que ça peut faire, un simple bras comme ça. Donc en Taekwondo Kido, je fais l'impasse sur les points vitaux qui sont ceux du Chung Do Kwan que je connais bien. Donc il reste toujours la technique du Chung Do Kwan si vous n'arrivez pas à majorer, à faire de l'énergie cinétique. Il ne faut jamais oublier le passé. Sans passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de présent. Nous allons maintenant vous démontrer un petit peu toutes ces techniques sur de la casse. Alors, nous allons passer à l'application de ce que nous venons de voir comme principe sur 3 planches.
les planches doivent être tenues honnêtement. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre genoux tendus, coude comme ça, avec un contre-coude en fer. Non, non. Il est debout, il plie, il a les bras souples. Il a uniquement les mains fortes ici. Gino va me donner son poing fermé. Le poing doit arriver ici. Donc, il va être obligé de déplacer son corps pour arriver ici. Il faut bien comprendre que l'arme poing nécessite une trajectoire et unique. Le poing ne peut pas arriver comme ça, n'importe comment. Une trajectoire, une position de corps. Il va armer, faire un grand tour et revenir ici. Et on y va. Tout simplement. Voilà. Une casse qui paraît simple comme ça, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le pratiquant ne se fatigue pas trop à casser et à pouvoir obtenir de la puissance. Il va être remplacé par Alain. Ouais. Allez, Gino. Alain Héron. Alain Héron qui va faire la même chose. Alors tu te mets de ce côté-là pour que la caméra te voie. Non, bien entendu. Bouge sauf ton bras. Rien ne bouge sauf ton bras. En bas. Mets ta main en bas. Maintenant, tu la fermes. Non, non, non. Tu l'ouvres normal. Oui, voilà. Regarde bien. On la monte ici. Elle fait le tour ici. Elle repart là. Allez. 1, 2, 3. Voilà. Avec la bonne trajectoire, la casse, elle vient sans problème. Hop. Et voilà. Et sans utiliser la hanche. Hein. Mercado va tenir 4 planches. Évidemment, plus il y a de planches, plus le principe d'augmenter la vitesse dans l'exécution est important, et on rejoint en ça les principes fondamentaux du Chung Do Kwan. Hein. Il faut bien se positionner par rapport aux planches, sur 4 planches. Plus il y a de planches, plus il faut aller vite. Plus il faut serrer fort le poing. Et là, on rejoint 2 des 5 points fondamentaux du Taekwondo Chung Do Kwan. La vitesse et la force d'impact. Hein. On arme comme si l'on soulevait un seau ici. Le coude va bien en arrière. Il fait une rotation du corps comme ça, puis il vient ici. Plus c'est rapide, plus il y aura d'énergie cinétique. Tout simplement. Voilà. Autour de Mercado. Toujours bien armé, le coude en arrière, il va monter, il va faire un grand tour, et voilà. Si je suis en jambes raides, voilà. Et il y en a 2. Simplement, en détendant les... je détends d'où ? Je fais flotter le centre de gravité. Et là, je vais faire orbiter, en fait, le poids compacté, je vais le faire orbiter autour de mon centre de gravité. Il va faire comme un satellite qu'on envoie et qu'on fait rebondir. Voilà. Dans cette casse, toujours tenue bras souples et mains très puissantes, nous allons faire partir la main, lever la main comme si on levait un seau, tourner et partir comme ça. Voici ce que donne une casse sans vouloir casser les planches. Maintenant, on va vite ici et voilà ce que ça donne, simplement comme ceci. Une fois de plus, le but de la casse n'est pas de casser des planches. Comme vous avez pu voir dans l'essai, raté, exprès, il y a eu quand même de la force puisque Mercado est parti en arrière. Donc casser des planches n'a pas d'un intérêt extrêmement important. C'est un travail très précis, uniquement fait pour vous faire progresser. Les planches, ce sont des testeurs et uniquement des testeurs. Alain va mettre une 5e planche ici. Voilà. Là aussi, le nombre de planches importe peu. Hein. Ce sont des testeurs. Il doit avoir les mains très sèches. Il faut aussi quelqu'un pour 5 planches qui ait des mains extrêmement grandes, puissantes. Là, toujours, le même travail. Lever ici, accélérer autour du centre de gravité avec la masse du bras, tourner le corps pour aller taper comme ceci. Hein. Voilà. Hop. Exemple de casse en dynamique. Mercado va avancer. Exemple de casse avec un sabre de bois. Le principe est toujours le même. Soulever le sabre de bois verticalement pour lui donner une accélération et partir directement en mouvement circulaire et revenir après pour faire le deuxième mouvement. Voilà.
On va maintenant passer à la classe sur parpaing pour bien expliquer encore les énergies cinétiques sur parpaing. Sur la technique de planche sur parpaing, c'est la technique qui est la plus représentative au niveau de l'énergie cinétique. Hein, il va falloir être souple des jambes, des fesses, du ventre, laisser flotter le bassin. Il va falloir descendre avec son poids et en même temps, il va falloir faire la fameuse balançoire avec le poing. Et donc tout va se passer dans le gain d'énergie cinétique, dans la montée du poing et la descente. La frappe se fait nécessairement là, sur la trajectoire semi-circulaire du bras, au moment maximum de la production d'énergie cinétique, c'est-à-dire ici. Alors, toujours le même principe, on ferme le poing, on soulève le poing comme si on soulevait un seau, on l'accélère jusqu'ici, principe de la balançoire, on l'accélère jusqu'ici et on se débrouille pour être pratiquement à 90 degrés au moment de la frappe. Et le poing continue sa trajectoire en dessous. Voici ce que ça donne. Mercado. Voilà. Alors, Gino, ça monte, ça descend, tout ça indépendamment de l'épaisseur de planche, parce que ce n'est pas l'épaisseur de planche qui compte. Hein. Allez, on y va. Et voilà. Et voilà. La partie du mouvement qui emmagasine l'énergie cinétique, c'est celle qui monte ici, c'est celle qui monte et qui descend. Hop! Après, une fois qu'on a passé l'angle droit devant, à 90 degrés, on perd de l'énergie cinétique. Donc là, on emmagasine tout le temps. C'est la seule chose qui compte pour pouvoir casser une épaisseur, comme celle-ci. On ferme très fort, on est bien décontracté, on ferme son poing. Le fait de fermer ces deux-là, d'un point de vue du système neurologique, permet de détendre le bras. Donc il faut tout le temps être concentré ou présent sur la fermeture de ces deux doigts. Allez, et voilà. On est bien souple, là, et on descend comme ça. Bien droit, bien verticalement, le bras étant là. Hein. Voilà. La casse du coup de pied, là aussi, autant avec le poing, on a compacté. Avec le pied, là aussi, il faut savoir ramener le pied dans l'axe. Nous allons montrer ce mouvement elliptique du pied avec une frappe qui va être avec la voûte plantaire, hein, simplement, en passant. Et voilà, le coup de pied est fait. Sans aucune puissance particulière d'impact, uniquement avec une énergie cinétique. Voilà, allez. Ah ouais, voilà. Voilà. C'est vraiment de la marche. Hein. Nous allons aborder maintenant le combat. Le combat va se faire, je dirais, il y a plusieurs abords du combat. Le combat traditionnel. Dans le taekwondo, ça se fait très graduellement dans l'évolution. Évidemment, je ne parle pas des autres arts martiaux, je ne connais que le taekwondo à ce niveau-là. On commence par les technologies de 1 pas, de 3 pas compétition, 1 pas compétition. 3 pas compétition consiste à faire ceci. Tu fais Alimaki. Je donne le signal. Il va faire coup de poing au niveau moyen. Ça, c'est 3 pas compétition. Il y a 3 attaques, une réponse. Ensuite, graduellement, on passe à 1 pas compétition. Hanbon Kyoryugi. Avant, c'était Sabon Kyoryugi. Maintenant, c'est Hanbon Kyoryugi. 1 pas compétition. Même technique, grosso modo. Hein. Une autre. De l'autre côté. Reviens.
Voilà, Hanbon Kyorugi, dans le taekwondo. Ensuite, dans le taekwondo, les choses évoluent. Entre les très jeunes, on leur fait faire des combats d'échange de 2 coups de pied. Un fait 2 coups de pied, l'autre fait 2 coups de pied en rappel, sans se toucher. Ensuite, cela évolue vers le port de plastron. Plastron que vous connaissez tous, hein. Plastron, casque, protection avant-bras, coquille, protection de tibia, protection de pied et protection de main avec des plastrons électroniques. Voilà, ça c'est la compétition en taekwondo. En taekwondo, on a inventé une autre forme de compétition. Les combattants élèves sont revêtus d'un plastron qui n'est pas un plastron électronique, un casque à bulles, les mêmes protections que le taekwondo, mais des gants de boxe. Et donc, on a introduit une forme de boxe. Ils peuvent se taper à la tête et en même temps amener le combattant, leur adversaire, peuvent l'amener au sol, mais ça s'arrête là. Hein. Une fois qu'ils ont touché les 2 épaules en même temps au sol, ils ont leur point, mais ça s'arrête là, on ne continue pas le combat au sol. Pour conclure cette partie sportive des combats, il y a donc 2 taekwondo, le taekwondo pratiqué par le maître Rémi Mollet et le mien. Ce sont 2 formes de combat différentes, mais qui s'interpénètrent. Et ça a été notre désir que ceux qui s'entraînent puissent piocher là où ils le veulent pour faire leur propre art martial. Merci. Le combat non sportif. Le combat non sportif requiert un choix de la part du pratiquant. Le combat non sportif aujourd'hui, c'est le combat de rue, les combats militaires, le combat par les forces de police, le combat par les agents de sécurité. Bref, il y a de multiples formes de combats proches de la réalité ou des combats réels. Il a bien fallu faire un choix parce que je ne suis pas militaire, je ne suis pas non plus agent de sécurité, je ne suis pas policier. Et donc mon choix s'est porté sur une forme de combat dit de non-violence. Alors la non-violence, c'est pas tendre une joue et après l'autre pour se faire taper. La non-violence, c'est une dissuasion. Hein. Une dissuasion, c'est-à-dire que je ne vais pas au contact systématiquement, je ne déclenche pas les combats, il faut simplement répondre à des attaques. Donc le terme self-défense traduit en français, moi je pourrais le traduire par non-violence par exemple, cette forme de non-violence. Il faut une tactique également, une tactique de combat. Une tactique de combat, c'est par exemple savoir quand répondre à l'autre personne, à partir de quel moment il faut lui répondre, à partir de quel moment il faut sauver son intégrité physique. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. On ne peut pas non plus, parce que quelqu'un vous insulte dans la rue, lui tomber dessus et le faire passer à patresse uniquement parce qu'il vous a insulté. C'est absurde. Hein. Il faut savoir donc comprendre les choses. Hein. Essentiellement, la tactique, c'est plutôt une forme de surprise, mais une surprise un peu différente de ce à quoi peut-être vous vous attendez. Nous allons faire des exemples de modification des pas combats que vous avez vus tout à l'heure dans la forme traditionnelle. Donc Alain Mercado va se mettre ici. Là, Alain va prendre sa position préférée pour attaquer. Voilà. Et il va donc attaquer avec le poing droit. Tout le monde le sait. Et il va attaquer à sa propre distance, à sa distance à lui. Et Mercado va essayer d'éviter de partir. Et Alain ne donne pas de signal, il part quand il veut. Il tape vraiment. Hein, sinon, s'il ne tape pas vraiment dans ce genre de combat, Mercado debout, s'il ne tape pas vraiment dans cette forme de combat, celui qui est ici ne peut pas ressentir qu'effectivement quelque chose va lui arriver. Allez, voilà. À cette distance-là, il est absolument impossible à Mercado
d'éviter le coup. C'est absolument impossible, il ne peut pas prévoir le coup. Hein. Alain, il va absolument sans appel. Pour Mercado, il n'y a aucun stigmate, aucun point qui accroche son esprit pour pouvoir éviter ce coup. C'est absolument impossible. Donc, à cette distance-là, je pense que ceux qui pensent qu'ils peuvent éviter les coups sont de doux rêveurs. Alain va attaquer de plus loin maintenant. Il va attaquer de plus loin, pas trop loin. Non, non. Pas trop loin. Si tu attaques ici, on change de... Je vais changer, ah ouais, je vais changer Voilà. de côté, comme ça on va voir. Alain va attaquer de plus loin. Là, les choses vont changer. Mercado, tu bloques, tu pars. Allez. Voilà. Tu contre-attaques pas. Voilà. Là, celui qui reçoit l'attaque a une petite chance. Hein, il a une petite chance parce que c'est un peu loin pour Alain la touche à cet endroit-là. Allez. Voilà. Là, Mercado fait un blocage dit en bas, le fameux blocage en bas qui bloque les jambes. Non, non, ça dévie le bras. Hein. Alain va attaquer d'encore plus loin cette fois-ci. Allez, toute ta vitesse possible. Là, bien entendu, plus l'attaque vient de loin, plus cette attaque est concentrée sur un endroit unique, plus c'est facile pour celui qui reçoit l'attaque de dévier cette attaque. Hein. Et là, on a trois façons donc de travailler. À courte distance, distance moyenne, longue distance. Et il faut donc travailler ces trois distances. Hein. Les personnes qui vous attaquent de 2 mètres de distance, c'est légion. Hein. Et ça pose jamais de problème à aucun art martialiste de pouvoir dévier quelqu'un qui vienne là. Hein. Les attaques qui viennent à une distance de celle-ci sont déjà nettement plus difficiles. Hein. Et la quasi-totalité des techniques des arts martiaux sont faites pour des distances de ce type-là. Par contre, dans des distances de ce type-là, là, il faut que Mercado puisse sentir l'intention de l'autre pour pouvoir le surprendre par une attaque. Et ils vont essayer de faire ça. Trop tard. Voilà, ceci, c'est donc un jeu, hein, c'est extrêmement difficile. Voilà. Ou comme vous pouvez voir, Alain va gagner dans 8 fois sur 10, hein, c'est quasiment impossible. Bien, voilà. C'est pas mal. Voilà. Saluez-vous. Bon, on se salue. On va changer de partenaire. Donc cette fois-ci, Mercado va m'attaquer. Hein. Toujours sur le même principe, tu t'attaques avec quel point? Le droit. Toujours à distance de point, tu prends ta position. Et moi, je prends ma position pour partir. À cette distance-là, pratiquement impossible, je vais prendre tous les coups. Et encore, nous ne travaillons que coup de poing ici, hein, exclusivement. Je recule un tout petit peu. Là, la distance s'agrandit. Voilà. Là, il s'agit, à cette distance-là, d'un travail de perception de mouvement. Hein. Celui qui reçoit, c'est-à-dire moi, celui qui reçoit ne pense pas. Il se laisse démarrer par l'autre. Là, il a fait énormément d'appels pour que ce démarrage soit visible de tous. Hein. Tu peux pas... Hein. Voilà, tous ces coups-là sont évités, ils font absolument pas mal. Là, ça a déjà bougé ici, c'est pour ça que je suis parti. Hein. Là aussi, il a encore bougé. Voilà. Cette perception de l'autre impose que celui qui reçoit le coup n'ait plus le temps d'analyser. Parce qu'analyser une attaque est quelque chose d'extrêmement long. On voit bouger, on imagine où ça va, il faut réfléchir à la façon dont on va bouger, c'est trop long. C'est trop long. Surtout sur les anciens champs de bataille médiévaux, ces actions se déroulaient à une énorme vitesse, grande vélocité, et on n'avait pas le temps de penser. Hein. Et donc, il fallait une certaine forme de croyance en soi. Hein. L'intellectuel, le côté intellectuel, c'est bien, mais ça prend tout le temps du recul. Et il faut un long temps d'analyse.
le côté inconscient. L'inconscient, c'est un état de conscience modifié. Il faut se mettre en état de conscience modifié pour pouvoir faire du combat. C'est-à-dire qu'il faut refuser d'analyser et il faut laisser tout le reste de votre être analyser ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Voilà l'exemple typique. Voilà. Interposition. Voilà. On arrive assez en avance, en fait. On arrive assez en avance quand on perçoit le mouvement de l'autre. On recommence. Donc là, on est à distance, à mi-distance, on va dire. Hein. Voilà. C'est pas la peine d'aller plus loin. Une fois que vous êtes dans la rue, hein, une fois que vous en êtes là, il peut recommencer. C'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Hein. Son attaque devient inutile. Hein. Un coup dans la rotule. Il faut imaginer que nous avons des gants de boxe au pied toute la journée, hein, c'est-à-dire des chaussures. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, exemple de combat, exemple de tactique de combat. On va essayer de vous faire comprendre un petit peu une méthode de combat en rue, dans la rue. Bon. Deux méthodes de combat. Il est en garde ou il n'est pas en garde. Il est en garde à l'ancienne. Voilà, là, il nous dit, je vais me battre, je veux me battre. Beaucoup de personnes sont déjà bien tétanisées comme ça. Bon, là, dans ce cas-là, il ne faut pas aller chercher à le combattre ici, comme on le fait dans les arts martiaux sportifs. Non, non, il faut faire comme toutes les armées militaires du monde, on va casser les armes. Hein, donc on part ici, on casse les armes. Là, déjà, il commence à avoir un peu mal. Hein, on peut casser aussi cette arme-là, ici. N'oubliez pas que vous avez des chaussures de combat, vos chaussures de ville sont des chaussures de combat. S'il attaque, on peut casser son arme aussi, en faisant le fameux blocage moyen. Hein. Mais voilà, le but, c'est de casser ses armes et ensuite de finir sur lui. Hein, un peu comme si vous aviez une machette, vous êtes au milieu de la jungle et puis vous cassez les branches jusqu'à arriver jusqu'au tronc. Hein, voilà. C'est l'image, hein, c'est une image. Hein. Donc si on est en combat comme ça, on casse, on casse, on casse et on casse. C'est tout. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On continue comme ça. Hein. Et puis, une fois que vous avez réussi à vous créer un chemin, pour ça on frappe sur les points sensibles, tels qu'on l'avait vu juste avant. Une fois qu'on en est là, il faut continuer à faire il faut plus s'arrêter. Hein. Il faut plus s'arrêter jusqu'à ce que la personne arrive à partir ou cède le combat. Attention, on ne cherche pas le chaos. On cherche simplement, une fois qu'on a enlevé l'arme, on cherche simplement à redonner de l'énergie cinétique en permanence. En permanence, voilà. Simplement redonner de l'énergie cinétique. Je ne cherche pas à mettre KO la personne. Si je cherche à mettre KO la personne, il faudrait que je connaisse son poids, son état de résistance, sa condition physique, tellement d'éléments, ce qu'il a mangé à midi, tellement d'éléments pour donner le bon coup que c'est absolument impossible. Je préfère donc, dans la technique et dans la tactique, simplement délivrer de l'énergie cinétique. Voilà, c'est simplement, jusqu'à ce qu'il parte comme il l'a fait. Chaque coup étant des coups de boutoir. Hein. Chaque coup étant des coups de boutoir. Hein. Et là, on peut utiliser les pieds pour des techniques très précises. Hein. C'est à la longue. Voilà. L'important est de saisir. Hein. C'est dans la surprise. Là, on sait qu'il va nous attaquer. Dès le moindre mouvement, on tape et on y va. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se débrouille pour tourner autour du centre de gravité. La main, par exemple, reste ici. Le centre de gravité avance. Hein. On est là. 1, 2, 3. Hein, il est là en face de nous, mais nous, on est simplement une machine à produire de l'énergie cinétique, simplement. Voilà. Hein, une machine à produire de l'énergie cinétique, ça arrive ou ça peut. Parce que dans
dans le brouhaha d'un combat, ça arrive où ça peut. L'important, c'est pas de taper un endroit donné pour faire des forces données, ça c'est bon pour la démonstration. Dans la réalité, on frappe n'importe où, hein. Ça passe, c'est tout. Ça passe, c'est tout ce que ça fait. À chaque fois, une bonne dose d'énergie cinétique. Dans le combat contre deux, mais non, ne te mets pas dans la caméra. Dans le combat contre deux personnes qui arrivent ici, là, les choses sont un peu différentes. Habituellement, on vous dit, vous en prenez un, vous en servez de bouclier contre l'autre. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on connaît parfaitement dans les arts martiaux traditionnels. Mais, dans le combat, dans le combat contre deux personnes qui sont ici, grâce à l'orbitage des poids autour du centre de gravité, on peut aller très rapidement d'un point à l'autre. Évidemment, les combattants ne peuvent pas être très loin. Là, on est gentil, hein, on ne tape pas au visage. Hein. Donc, on peut commencer par n'importe lequel. Celui par lequel vous allez commencer, c'est celui par lequel vous sentez qu'il va y avoir une force. Par exemple. Hein. Voilà, c'est des choses comme ça. Hein. N'oubliez pas, eux, ils sont là pour vous ramasser, vous mettre par terre et vous taper à coups de pied par terre. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc il ne faut pas se laisser faire. Et en même temps, on doit gérer deux choses en même temps. Donc, il faut qu'on gère deux choses en même temps. Voilà. Hein. Petit à petit, on se défait du combat à deux comme ça. Et à trois, c'est pareil. Sauf que c'est encore plus difficile à gérer. Hein. Combat contre deux, c'est déjà pas mal si on arrive à le faire. Cette vitesse d'exécution ne peut exister que parce que vous tournez autour du centre de gravité et pas avec des techniques de hanche comme ça qui vous bloquent à chaque fois. Hein. Voilà, tournez-vous. J'ai également mis au point des méthodes de torsion de poignets, de coudes pour se débarrasser de nos adversaires qui nous prennent. Il s'agit de techniques qui sont basées, alors là, vraiment sur les mécanismes traumatiques aboutissant à des entorses de poignets, de coudes, d'épaules. Hein. 5 techniques fondamentales essentiellement de la main du même côté. Hein. Première technique fondamentale. Hein. Il s'agit de poser sa main à soi, tourner et reprendre ici. Là, il se laisse faire, il est bien gentil. Dans la réalité, on donne un coup de pied derrière. Par exemple. Hein. Deuxième technique fondamentale, partir la main ici. Donc là, il est très gentil aussi, il se laisse faire, et ça part comme ça. Hein. Dans la réalité, bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire ça parce qu'il est très fort. Donc cette technique de partie va se faire en tournant simplement comme ça. Il s'agit que de, ce n'est qu'un point de vue mécanique. On tourne ici, on sort par la partie faible ici, et nous voilà libérés ici. Troisième technique de base, cisaillement par le bas, comme ça. Quatrième technique de base, partir sur le côté. Avec une saisie à deux mains, partir sur le côté. Et là, vous pouvez continuer avec des techniques comme ça, ou continuer à abattre votre adversaire comme ceci. Hein. Là, 1, 2, 3. Voilà. Là, plusieurs arts martiaux vont se reconnaître. Je viens de partir par là. Je peux partir par ici. Je peux partir maintenant avec la puissance du bras qui prend son accélération ici, partir ici pour partir là derrière et continuer avec des techniques que tout le monde connaît. Hein. En technique bras croisés, à peu près la même chose. Technique de base, à savoir celle-ci. Hein. Celle-ci, voilà. N'importe quoi derrière, tout le monde se reconnaîtra. Et celle-ci aussi, tout le monde se reconnaîtra également dans ce genre de technique. Hein. L'important, on va reprendre ici, est de comprendre le jeu de manivelle au niveau de ce poignet. Ce poignet reste dans l'espace. Alain, tu vas venir s'il te plaît. Alain va pointer sa main juste ici. Ferme ton poing. Voilà. On ne mène pas ça vers le haut parce que là il résiste. On ne
il n'y a pas de force pour empêcher ce mouvement-là. Là, il force très fort, et je joue la manivelle avec le coude, et ça sort tout seul. Hein? Il n'y a absolument aucune résistance. Aucune. Merci. Un coude se tord comme ceci. Un coude se tord comme ceci. Comme ceci. Comme ceci, mais à ce moment-là, on passe ici, on appuie là. Et on fait participer l'épaule. L'épaule se tord comme ceci, ou se tord comme cela. C'est la même chose que le coude ici. Voilà. Hein. On a des mouvements, on a des grands mouvements de bras sur des saisies un petit peu plus hautes, des techniques que tout le monde connaît, mais basées une fois de plus sur la recherche de la force ici pour partir ici, hein, là d'un côté et de l'autre, ici aussi. D'accord ? Voilà, on va s'arrêter là pour ce genre de technique, vu que ce ne sont que des éléments de base. Nous avons présenté une proposition de prise de conscience du combat réel. Le combat réel, donc à main nue. Hein. Mais on peut utiliser aussi des sabres, des bâtons, des couteaux en bois, des petits bâtons courts. Ce sont les mêmes mouvements, en fait. Hein. Le calme. On ne peut pas apprendre à des élèves des techniques dangereuses sans s'assurer qu'ils ne puissent pas se maîtriser eux-mêmes. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et j'invite de temps en temps toutes les personnes qui s'entraînent avec moi à des discussions. Donc il y a des cours de discussion basés sur eh bien, la psychologie moderne. Hein, que, en tant que médecin, j'aide beaucoup de personnes dans mon métier, dans ma vie de tous les jours, à supporter les souffrances de la journée, du mois, de l'année, les souffrances d'un décès. Mais il faut travailler dans les arts martiaux sur ce qu'est la violence, la mort, la peur, l'orgueil, la vanité, tout un tas de notions. On doit comprendre comment grandit un enfant, comment on peut éduquer un enfant, hein, éduquer les adultes, comment proposer des pistes de réflexion sur vos propres angoisses, parce que c'est ça qui est important. Il faut bien comprendre que la mémorisation, la compréhension de tous vos concepts est liée à un ensemble de cartographies qui sont mises en place dans le cerveau. Et ces cartographies, par exemple le concept d'une porte, le concept d'une guitare, le concept d'un tatami, puisque nous sommes dessus, nous conceptualisons la couleur, la forme, l'odeur, l'emplacement, à quoi il sert. Tout ça sont des cartes différentes. Et ces cartes s'appellent des cartes. Ces cartes sont globalisées dans le cerveau. Donc, par exemple, pour le tatami, la vision, puisqu'on le voit vert, le toucher, puisqu'on est dessus, l'odeur, puisqu'on le sent, on peut marcher dessus, donc on a une vision articulaire. Et donc, toutes ces sensations se transforment et se mémorisent dans le cerveau. Chaque mémorisation d'un concept utilise un ensemble de cellules qui ont eux-mêmes leur propre fonction. Il y a ici, de ce côté, des cellules qui servent à la motricité, ici des cellules à la compréhension spatiale, derrière à la vision, en face, devant à l'intellect. Ceci est très schématisé, bien entendu. Mais un concept peut utiliser des cellules de tous ces endroits. Et ainsi, un art martial, quel qu'il soit, est aussi une forme de méditation sur soi. C'est-à-dire que sur un geste donné, avec un geste donné, vous pouvez laisser divaguer votre esprit et des images viennent. C'est arrivé à tout le monde. Hein. Des images viennent. Ces images sont stimulées parce que vous utilisez les cellules en question au niveau du cerveau et qu'elles font un rappel mémoriel. En même temps, vous avez la bijection, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un rappel mémoriel et en même temps ressentir une sensation physique. Hein. Donc les arts martiaux, c'est une forme de méditation très moderne, très très moderne. Aujourd'hui, on peut les utiliser. C'est une sorte de psychothérapie moderne. Hein. Le fait de faire les arts martiaux
le fait de comprendre nos émotions, de comprendre une partie de nos souffrances, permet de faire moins de mouvements parasites dans ce que nous faisons. Cela permet de le faire grâce à l'évacuation des projections corporelles de ces angoisses en question, de ces problèmes. Hein. Donc la recherche sur soi est extrêmement importante. C'est 50% d'un art martial, obligatoirement 50% d'un art martial. Et il faut pour ça quand même des gens experts pour mener et aider les gens. Ce type de compréhension ne peut en aucun cas s'attaquer aux enfants. Les enfants sont aux parents. Ce sont les parents responsables de l'éducation de leurs enfants. Seuls des adultes responsables peuvent entamer une certaine psychothérapie sur eux-mêmes. Hein. Je vous rappelle que les arts martiaux, c'est une psychothérapie. Les mouvements des arts martiaux, ce sont des psychothérapies pour gens bien portants. Alors, personne n'a besoin, dans l'absolu, dans les arts martiaux, de faire de la psychothérapie. On peut très bien s'en passer, mais malgré tout, c'est une recherche. Hein. Donc l'art martial est un acte psychocomportemental majeur dans notre pratique. Voilà pourquoi il est si important. Il était si important que je vous présente cette forme de compréhension de l'art martial. Il n'y a pas de compréhension de l'art martial sans compréhension de soi-même, ça n'existe pas. Et il y a bien des arts martiaux aujourd'hui qui utilisent cette compréhension. Ce sont des bases asiatiques. Moi, je propose des bases de la psychologie, de la médecine d'aujourd'hui. Voilà, on va saluer. Je vous remercie bien de nous avoir visionnés jusqu'au bout. En détendant je fais flotter le centre de gravité. Et là, je vais faire orbiter en fait le poids compacté, je vais le faire orbiter autour de mon centre de gravité. Il va faire comme un satellite qu'on envoie et qu'on fait rebondir.